Je n'étais pas très favorable à la fusion de la NPE et de l'UNEDIC en 2007-2008 parce que je crois qu'il fallait paritariser la NPE plutôt que d'étatiser l'UNEDIC. Mais ça a été fait. Et on a fait un ensemble de 40 000 fonctionnaires, quelque chose comme ça, mais qui ne marche pas. Ce n'est pas qu'il ne marche pas. Je me souviens, je me demande si ce n'est pas la dernière fois qu'on l'a lu, mais il y a eu un rapport de la NPE dans les années 2004 ou 2005, c'est déjà vieux, où la NPE expliquait, est-ce que c'est la NPE, est-ce que c'est la Cour des comptes, je ne sais plus, la NPE, il était écrit en tout cas que la NPE reclassait à peu près 10% des gens qu'elle était chargée de reclasser, des chômeurs qui se présentaient à elle. Alors même si le chiffre probablement peut être discuté, on est quand même très très bas. Et ils étaient déjà 25 000. Et à l'UNEDIC, on était 13 ou 15 000. On avait réduit la surface de l'UNEDIC. Là encore, on avait pris des réformes. Quand on vous parle aujourd'hui des réformes du millefeuille des collectivités locales, nous étions passés de 54 ACDIC, il y avait une ACDIC par région et même davantage, à 32. On avait supprimé 54 présidents, 54 directeurs généraux, 54 voitures, ça, bon, enfin, je schématise, je caricature, mais on avait fait des réformes de structure. Là, on a créé un bloc de 40 000 quasi-fonctionnaires, ce qui n'était pas le cas de l'UNEDIC, à statut. Et j'avais des doutes sur la façon dont ça marcherait. Alors, il y a eu d'excellents patrons de Pôle emploi, puisque ça s'appelle comme ça, mais c'est très difficile à gérer. Et au point où on en est aujourd'hui, il est hors de question de revenir au système précédent. Bon, c'est comme ça, donc autant aller jusqu'au bout. Et voilà. Mais je le regrette, j'aurais préféré. Le vrai paritarisme, tel qu'il fonctionnait à l'UNEDIC, fonctionnait pas mal, au moins jusqu'aux années 2007-2008. Après, vous avez eu la crise de 2008-2009 qui explique évidemment beaucoup de choses dans l'évolution des finances de l'UNEDIC. Je ne mets pas en cause les personnes, ni à la NPE, ni à l'UNEDIC. L'inversion de la hiérarchie des normes. Oui, nous venons d'en parler, oui. Sûrement à partir du moment où il y a des garde-fous. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces garde-fous sont dans l'intérêt des entreprises et des salariés. Ils ne sont pas vraiment contestés. L'idée qui a pu être caressée à un moment de mettre tout le droit du travail au niveau de l'entreprise est tout à fait excessive. Ce n'est pas raisonnable. Pourquoi ? Mais pour la raison que je vous ai indiquée, parce qu'on arrive à ce moment-là à une concurrence par les conditions sociales, qui s'ajoute à la concurrence par les prix, par la qualité, etc. C'est absurde. La concurrence par les prix et la qualité, ça se comprend. Par l'innovation, ça se comprend. Par le nouveau produit, bien sûr. Mais être plus compétitif sur le marché parce que je paye moins bien mon personnel, ce n'est pas admissible. Ce n'est pas admissible au-delà d'une certaine limite, puisqu'encore une fois, là, on n'est pas payé de la même façon dans l'entreprise A et dans l'entreprise B. Donc, décider au plus près de l'endroit où sont les intéressés, salariés et employeurs, c'est sûrement une bonne chose, avec des garde-fous qui sont acceptés par tout le monde. Et prenez l'exemple des routiers que j'ai suivis par les journaux. Hein. Ce n'est pas du tout, me semble-t-il, un changement de pied de la part de l'État que d'avoir accepté, enfin je ne sais pas s'il avait à l'accepter, mais en tout cas d'avoir laissé faire cet accord. Nous avons une branche, le transport routier, où les employeurs et les salariés se mettent d'accord. Pourquoi voulez-vous que l'État intervienne pour dire « Ah non, 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 moi je ne suis pas d'accord avec vous ». Et c'est tout à fait dans la ligne. Là, c'est un accord de branche qui est pris par les principaux intéressés. Et c'est très bien. Et ça ne remet pas du tout en cause les ordonnances, de mon point de vue. Est-ce que, dans la position commune de 2001, oui. qui a été un jalon oui, dans la préparation de cette c'est tout à fait ça. Est-ce que vous auriez accepté une réforme telle que celle des ordonnances? Est-ce que vous auriez voulu qu'elle soit plus précoce ou qu'elle se fasse plus tôt? Alors, ah oui, j'aurais sûrement voulu qu'elle se fasse plus tôt. Les ordonnances ne vont pas créer des emplois demain matin par l'opération du Saint-Esprit, mais elles créent déjà un nouveau climat.
elle crée un nouveau climat avec le fait qu'on peut avoir des accords d'entreprise indépendamment d'accords de branche ou d'accords interprofessionnels, avec le fait qu'on a une meilleure visibilité en cas de problème avec les indemnités prud'homales, si ça peut demeurer, avec un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens, qui sont des mesures d'ouverture, sans aucun doute. Mais elles ne tuent pas complètement la peur de l'embauche. Ce dont souffre notre pays, c'est la peur de l'embauche. L'UIMM a écrit ça en 1995 dans des notes au nouveau gouvernement de l'époque. Et la peur de l'embauche, elle est extrêmement simple. Vous m'embauchez aujourd'hui, vous êtes une entreprise privée, vous m'embauchez aujourd'hui parce que vous avez un nouveau marché et vous pensez que j'ai fait partie des compétences nécessaires. Très bien. Mais qu'est-ce que vous faites ? Plutôt, votre raisonnement consiste à dire, très bien, j'embauche ce monsieur, mais et si je perds ce marché dans 2 ans et que je n'arrive pas à en retrouver un autre, qu'est-ce que je fais ? Et donc, la peur de l'embauche, c'est la peur de ce qui arrive si je ne peux pas garder mon personnel. Et vous remarquerez que les pays qui ont le code du travail et même la protection du salarié en termes d'emploi, je ne parle pas des sécurités sociales et autres, plus flexibles, moindres que chez nous, c'est très curieux, ce sont les pays où il y a le moins de chômage. Et je me souviens d'un article d'un journal à l'époque où il y avait des chefs d'entreprise qui, en classe de seconde, je crois, pouvaient aller dans les collèges pour expliquer un peu ce que c'était qu'une entreprise, ce qui n'était pas toujours très bien vu par l'éducation nationale. Et alors cet article racontait que dans une classe, un chef d'entreprise était venu et avait demandé au début de son intervention combien parmi vous, classe de seconde, donc je ne sais pas, 14-15 ans, combien d'entre vous, 16 ans, combien d'entre vous envisagent de travailler dans une entreprise ? Il y avait 3 ou 4 mains qui s'étaient levées péniblement. Alors il fait son petit laïus, il raconte ce qu'est la vie d'une entreprise, ses succès, ses échecs, l'intérêt qu'on y trouve, et il dit, vous savez, l'entreprise, c'est ce qui crée l'emploi. Et alors, le professeur, ou la professeure, je ne sais pas, qui ne devait pas être enthousiasmé par la présence de ce chef d'entreprise dans sa classe, dit, oui, mais c'est aussi celle qui licencie. Et le chef d'entreprise d'un sourire répond, oui, mais madame, je crois que c'était une femme, ou un homme, je ne sais pas, ou monsieur, avant de licencier, elle a embauché. C'est elle qui embauche. Et je pense que tout ce qui permet de tuer la peur de l'embauche, qu'il s'agisse des indemnités de licenciement, la façon dont elles sont calculées, qu'il s'agisse de la période d'essai, c'est un point sur lequel il faudra revenir, qu'il s'agisse, c'est plus délicat, des seuils sociaux. Combien d'entreprises françaises s'arrêtent à 10, parce qu'à 11, vous avez des délégués du personnel, ou s'arrêtent à 49, parce qu'à 50, vous avez un comité d'entreprise et vous pouvez avoir un délégué syndical. Là, nous avons une contradiction à gérer, parce qu'on ne peut pas vouloir développer le dialogue social, ce qui est une chose extrêmement importante et extrêmement utile, et en même temps dire « Ah ben oui, mais on ne veut pas de délégués du personnel, on ne veut pas de délégués syndicaux ». Ça, c'est la perception intellectuelle. Mais dans la vie quotidienne, j'ai fait 25 assemblées générales de la métallurgie dans les départements français pendant 15 ans, depuis la Gironde jusqu'à Dunkerque. Mais en dehors des filiales ou des établissements, des usines de très grandes entreprises, pratiquement, l'entreprise avait 49 salariés, ou un peu moins. Mais il y en avait très très peu qui en avaient 52, 53 ou 55. L'affaire des seuils sociaux, on ne peut pas le négliger. Donc ces ordonnances sont favorables à un changement d'état d'esprit, c'est déjà très important. Mais elles ne tuent pas en elles-mêmes la peur de l'embauche. Elle joue pour réduire la peur de l'embauche, indiscutablement, avec ce nouvel état d'esprit. Mais elle ne déclenche pas l'embauche. Prenez le contrat nouvelle embauche, le CNE. Eh bien, le CNE, quand il a été institué en 2005, quelque chose comme cela, il y a eu à peu près 900 000 emplois de créés dans les mois qui ont suivi. Alors même s'ils ne sont pas tous dus au CNE, on peut dire qu'on avait à peu près la moitié. Et je me souviens très bien d'une réunion où des chefs d'entreprise me disaient « Ah ben moi j'en ai pris 2, j'hésitais un peu,
mais la période d'essai a été allongée. Alors, il ne fallait peut-être pas aller à 2 ans, il aurait peut-être fallu discuter, négocier, puisque tout ça, c'est mal terminé. Mais, c'est mal terminé, enfin, a été supprimé. Mais, manifestement, ça, c'était un élément qui tuait la peur de l'embauche. Donc, revoir cela à tête reposée, avec des contreparties, d'indemnisation, de choses comme celle-là, mais, au fond, l'embauche est à la fois économique, parce qu'on embauche quand on en a besoin, et en même temps, comme on dit aujourd'hui, un aspect psychologique. Ah oui, mais qu'est-ce que je fais si dans 1 an ou 2 ou 3, j'ai une diminution de mon marché, je perds des clients, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que je pourrais adapter mon effectif? Donc il faut absolument régler par la concertation et la négociation ce genre de choses.